Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Ima, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Ravi de te retrouver pour une séance de médecine patrimoniale. N'est-ce pas? Ensemble, nous soignons ton patrimoine aux petits oignons. Après un épisode qui montre que tout n'est pas à jeter en matière de banque, que la débancarisation totale, pour autant qu'elle soit encore possible, n'est pas nécessairement la meilleure solution, revenons quand même sur un aspect important en matière de gestion de risque et d'organisation du patrimoine. Les conséquences d'une faillite bancaire sur le client que tu es. Reprenons notre questionnement. Qu'advient-il du client qui est endetté auprès d'une banque au moment de sa faillite? C'est le cas par exemple lorsque le client a pris un crédit immobilier ou un prêt voiture. La réponse est simple et sans détour possible. En règle, le client va rembourser sa dette jusqu'au dernier centime, peu importe le temps et la forme que ça va prendre. La faillite ne le libère absolument pas de sa dette. Des mécanismes et des instances vont être mis à contribution pour s'assurer de récupérer tout argent prêté par la banque. Voici ce qui se passe. La plupart du temps, l'institution financière faillit ou des morceaux de celle-ci sont rachetés par d'autres banques. C'est l'exemple du Crédit Suisse, intégralement racheté en extrême urgence en mars 2023 par sa rivale UBS. On en a précédemment parlé. Il y a aussi l'exemple de la fameuse Silicon Valley Bank, dont uniquement les dépôts et les prêts ont été rachetés par la banque américaine First Citizens. Comme ça, l'institution qui rachète reprend la dette du client avec le droit d'en réclamer et percevoir le remboursement. Ça veut dire que l'obligation du client de payer sa dette va se poursuivre entre de nouvelles mains. Ainsi, la banque peut mourir, mais pas le système financier. Tu vois à quel point le client individu que tu est un minus face à cette machine de guerre qu'est le système financier. Le système financier est dans la configuration d'un jeu infini, tandis que l'individu joue à un jeu fini. Si tu n'as pas la référence, je t'invite à écouter l'épisode intitulé « Jeu fini, jeu infini et patrimoine ». Envisageons maintenant la situation inverse. Quid quand c'est la banque faillie qui doit de l'argent à son client? C'est l'objet du présent épisode. Examinons cette hypothèse en deux parties. Une partie sur le risque et une partie sur la garantie. On y va, c'est parti. Le risque bancaire pour le patrimoine du client. D'abord, rappelons ce qu'est une faillite. Factuellement et au sens large, la faillite, c'est l'état des finances d'une personne ou d'une entreprise qui n'est plus capable, de façon durable,
de payer ses dettes en temps et en heure. Une banque en faillite est une banque qui est dans l'incapacité de faire face à ses obligations financières. En tant qu'institution qui fait commerce de l'argent, on peut dire que c'est le comble pour une banque de ne plus pouvoir payer ses dettes, n'est-ce pas? Bref, une banque en faillite qui doit de l'argent à son client, c'est par exemple l'hypothèse où le client est titulaire de 10 ans d'épargne en dépôt. C'est aussi le cas lorsqu'il a tout ou partie de son revenu ou d'un capital sur un compte bancaire. Dans cette hypothèse aussi, le principe est le même que précédemment. La banque débitrice a l'obligation de rembourser le client, c'est-à-dire de lui restituer toutes les sommes et les titres qu'elle a en dépôt. Toutefois, cette obligation de rembourser est valable également à l'égard de tous les autres créanciers sans distinction, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, des entreprises, des associations, des institutions, etc., à qui elle doit de l'argent. Et la liste peut être très longue. Pour illustrer cette longue liste de créanciers potentiels, citons pêle-mêle les employés de la banque qui peuvent avoir droit à des salaires impayés, des avantages sociaux ou des indemnités de départ. Pour une banque comme BNP Paribas Fortis, cela représenterait en Belgique en 2022 12 847 salariés à payer avant toi, le client. Et pour une banque comme Bank of Africa Burkina Faso, cela représenterait 566 collaborateurs en 2022 à payer. Pour ta banque, je t'invite à chercher l'information et à la noter dans ton carnet spécial l'ABC de mon patrimoine. Deuxième exemple, le fisc peut être un des créanciers si la banque lui doit des impôts ou des taxes. Or, le fisc est un créancier très différent des autres, parce qu'il ne représente pas un intérêt privé, mais l'intérêt général de tous les citoyens, parce qu'il ne conclut aucune convention avec ses débiteurs et ne peut de ce fait se réserver des garanties contractuelles contre leur insolvabilité, la loi lui octroie des super privilèges. Ces super privilèges consistent en un droit préférentiel permettant au fisc d'obtenir, en cas d'ouverture d'une procédure collective, le paiement prioritaire de ses créances. L'administration fiscale sera donc préférée aux autres créanciers, y compris aux créanciers hypothécaires. Autre exemple, les fournisseurs qui ont mis des biens ou des services à la disposition de la banque. Les actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont investi leur argent dans la création ou la croissance de la banque en espérant tirer un bénéfice. Les compagnies d'assurance pour des contrats souscrits, les organismes de réglementation si des amendes ou des pénalités sont dues, les autres banques si la banque en faillite leur doit de l'argent, etc., etc. Le problème est qu'en pareille situation, la banque en faillite, par définition, n'a pas les fonds suffisants pour rembourser tout le monde en même temps. Et il faut savoir que, bien que logés à la même enseigne, tous les créanciers ne sont pas vraiment égaux dans cette situation. Certains créanciers sont prioritaires par rapport à d'autres. C'est ce que dit la loi, et cela implique que certains sont mieux protégés que d'autres. Ainsi, certains recevront leur argent et d'autres n'auront rien. Bref, c'est pour te montrer clairement que, même si la loi est la même pour tous, au final, il n'y a pas d'égalité entre les parties en présence. Quand vous êtes le créancier, la banque et toi avez les mêmes droits, celui de réclamer votre argent. Cependant, vous n'avez pas la même capacité de récupération de cet argent. Dès lors, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard. La garantie des dépôts bancaires. Généralement, lorsqu'une banque fait faillite, les liquidités dont elle dispose encore
ainsi que les actifs qui seront vendus sont affectés au remboursement des dettes. En principe, les créanciers sont payés au prorata de l'actif disponible et selon un ordre de priorité défini par la loi, en commençant par les détenteurs de garanties tels que les prêteurs hypothécaires. Viennent ensuite les détenteurs de dettes non garanties, comme c'est le cas pour la plupart des clients de la banque. Évidemment, cette manière de régler la dette constitue un gros risque patrimonial pour ceux qui ont recours aux banques. C'est donc un frein à la confiance des clients et par conséquent une entrave à la place centrale des banques dans l'économie et à leur rôle dans le système financier. Pour y remédier, apparaissent les systèmes de protection des dépôts bancaires. De quoi s'agit-il? La garantie des dépôts bancaires est une mesure de protection pour les personnes qui déposent leurs avoirs en banque. Il s'agit d'une garantie financière accordée par l'État ou par une institution dans le but de mieux protéger les dépôts en cas de faillite ou de défaillance des banques. En cas de faillite, cette mesure permet de rembourser les dépôts des clients jusqu'à concurrence d'un montant maximal garanti sans subir les règles relatives à l'ordre de priorité des créanciers. Le risque de perte totale des dépôts est ainsi maîtrisé et les clients ont plus de chances de récupérer leur argent. Ce principe de garantir les dépôts bancaires vise à renforcer la confiance des clients dans le système bancaire et à éviter une panique en cas de crise. Cette mesure permet de protéger les déposants et de maintenir la stabilité du système financier. Un autre but est d'envoyer un signal rassurant à tous les acteurs économiques et financiers afin d'encourager le recours aux banques. En quoi cela consiste-t-il? J'en ai déjà parlé dans un épisode récent, mais il paraît que la répétition est pédagogique. Alors je reprends. D'abord, des mesures légales ou réglementaires, comme des lois, directives, règlements, etc., sont prises par les pouvoirs autorisés afin de permettre la mise en place et l'organisation de la garantie des dépôts bancaires. Ensuite, l'État ou une haute autorité de régulation financière crée un organisme financier dédié. Il s'agit en général d'un fonds. Puis, toutes les banques qui remplissent les conditions définies par les mesures légales doivent adhérer et se plier aux décisions prises par ce fonds sous peine de sanctions. La principale décision prise par ce fonds est l'obligation pour les banques de payer une cotisation à échéance régulière. Le montant de la cotisation est calculé en tenant compte notamment de la taille et du niveau de risque de la banque. Ces cotisations sont conservées par le fonds et, lorsqu'une des banques affiliées fait faillite ou n'est plus capable de rendre leurs sous aux clients, le fonds prend le relais. Du coup, au lieu de faire la file avec tous les autres créanciers, les clients de la banque sont traités en VIP. Là où certains créanciers peuvent ne rien récupérer de leur argent, les clients sont en principe assurés de récupérer des sommes. Mais il y a un mais. Bah oui, sinon ce serait trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Selon le pays où on se trouve, en tant qu'usager des banques, on est plus ou moins protégé, voire même pas du tout. En effet, la plupart du temps, la protection ne couvre pas tous les types de dépôts et comptes bancaires. Certains produits ne sont pas couverts et sont même exclus. Oups! Aussi, le montant garanti est plafonné. Cela signifie que, même si on remplit les conditions pour bénéficier de la protection, on ne recevra pas plus que la somme maximale fixée par le fonds. Zut! Alors que ces mesures sont considérées comme un élément important de la régulation financière et de la stabilité du système bancaire,
il y a encore des pays qui n'ont pas mis en place cette garantie. Aïe. Notons en passant que pour éviter la panique en cas de crise, le système fonctionne moyennement, voire pas du tout. Rappelle-toi du bank run de la Silicon Valley Bank. Les clients se sont rués vers leur compte bancaire pour y retirer tout leur argent, entraînant le crash bancaire en quelques heures. Et enfin, l'histoire a montré qu'il peut arriver que l'État outrepasse les règles établies en la matière, ce qui permet de s'interroger sur le niveau de confiance à accorder à ce mécanisme de protection. On l'a vu il y a peu, encore dans la faillite de la Silicon Valley Bank. Je t'ai dit que c'était un cas d'école. En effet, à ce jour, la garantie des dépôts aux États-Unis est plafonnée à $250,000 par banque et par titulaire de compte. Sur cette base, en cas de faillite d'une banque, tous les clients qui ont en dépôt $250,000 ou moins peuvent espérer récupérer la totalité de leur argent. Mais les clients ayant plus d'argent, par exemple $350,000, ne peuvent obtenir que $250,000, le montant au-dessus du plafond n'étant pas garanti. Or, la Silicon Valley Bank, en tant que banque des startups, avait de nombreux clients détenant bien plus que $250,000 sur leur compte. On parle de plusieurs millions de dollars pour certains. L'application stricte de la garantie des dépôts aurait limité le remboursement des clients à maximum $250,000 chacun. Imagine la perte pour la majorité d'entre eux. Et puis finalement, les autorités américaines ont pris des mesures permettant le remboursement intégral des avoirs des clients. Tant mieux pour ceux-ci. Et, bien que le dénouement soit heureux pour les clients dans ce cas, cela suscite des questions. D'où vient cet argent? Des impôts? Et donc de tous les Américains, même ceux qui n'ont pas assez de revenus pour se soigner? Si une telle décision est possible, qu'est-ce qui empêche la décision opposée la prochaine fois? L'État pourrait bien décider que rien ne soit remboursé alors. Du coup, a-t-on encore besoin de fonds de garantie des dépôts? Surtout quand on en connaît le coût de fonctionnement. Parce que ça coûte cher. Bref, il y a des pays où le plafond est fixé à 100,000. D'autres, à moins de 20,000. Rendez-vous à l'épisode prochain pour en savoir plus et déterminer le risque en ce qui te concerne spécifiquement. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions? Mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.